Chers paroissiens de Notre-Dame-des-Neiges, bonjour à tous. Comme on vous l'a annoncé, voici donc la première des 9 vidéos qui vont vous présenter la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Voilà, alors j'ai la joie aujourd'hui d'être avec Albert. Bonjour Albert. Bonjour Père. Alors Albert, peut-être il faut que vous vous présentiez rapidement pour nos paroissiens. Eh bien, je m'appelle Albert Hanouy, j'habite La Fontade. Je suis l'époux de Dominique, qui est originaire de Gourdon, et nous avons regagné la maison familiale de Gourdon depuis le 17 mars, et nous avons élu domicile à La Fontade, Voilà, précisément au Coustou. Ça fait longtemps que vous fréquentez la paroisse à diverses occasions de vos vacances, et maintenant vous êtes avec nous plus souvent, merci beaucoup. Et alors, vous allez nous présenter le contexte, si vous voulez bien, comme une introduction, le contexte de cette encyclique du pape François, tous frères, Fratelli Tutti. C'est la deuxième encyclique pour laquelle le pape François utilise les termes de Saint François, et c'est une signification particulière. Je pense que le pape François veut faire passer à travers le Saint d'Assise un message universel qui dépasse toutes les frontières géographiques, culturelles et religieuses. Et l'encyclique qu'il nous a délivrée examine la dégradation des rapports sociaux, des rapports internationaux, et propose, dans l'esprit de Saint François d'Assise, une redécouverte du lien social et de la sauvegarde des rapports sociaux. C'est donc une encyclique sur fond de crise. C'est une encyclique sur fond de crise qui prend acte des effets néfastes d'une doctrine économique qui s'est diffusée sur l'ensemble de la planète, qui est une doctrine inspirée du néolibéralisme, c'est-à-dire qui entend substituer l'administration des choses au gouvernement des hommes, pour utiliser une formule simple de Saint-Simon, et qui produit énormément de dégâts humains, des dégâts collectifs et des dégâts au niveau cognitif. Alors les dégâts collectifs, ce sont évidemment le chômage de masse que nous connaissons sur tous les continents. Et il y a une nouveauté certainement en Amérique latine, continent que connaît bien le pape François, c'est ce qu'un théologien qu'il cite appelle la irruption del povere, l'irruption du pauvre, qui oblige à repenser la politique et les rapports sociaux dans de nouveaux cadres collectifs et interindividuels, et à rétablir la politique et les cadres de vie collective dans toute leur dignité et leur intégrité. Le pape estime que le système actuel ne peut pas se réformer tout seul, qu'il faut un apport extérieur, qu'il faut injecter une racine humaine, je dirais, de conversion, qui est une racine positive, de fraternité, c'est un terme d'ailleurs qui est un terme très large, très républicain, et qui doit remplacer, je dirais, l'appétit de lucre, de domination et de jouissance, qui est à l'origine des structures de péché qui oppriment actuellement les peuples. Ça veut bien dire que le pape fait un constat assez rude, et notamment d'une perversité du système, mais qu'il propose des solutions, et une solution humaine. Le pape fait le constat. D'ailleurs, son encyclique est tissée des interventions qu'il a faites à l'occasion de ses divers voyages dans tous les continents, et il est intéressant qu'il recueille également, on le voit dans les citations, les réflexions des conférences des évêques. Ah oui. C'est absolument important parce que c'est un signal d'alarme qui est irrécusable. Nous sommes en présence d'un constat expérimental, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est expérimental, c'est vu, c'est touché. Et il faut réapprendre les rapports sociaux, et l'encyclique est basée sur la parabole du bon samaritain. Ce bon samaritain, c'est au fond le paradigme qui est un jeu de rôle
dans lequel nous sommes invités à nous identifier pour découvrir les possibilités, je dirais, de rapports sociaux renouvelés ou bien des rapports sociaux dégradés et de repli sur soi individualiste. C'est intéressant parce que donc il dit que la solution aux problèmes mondiaux, elle passera par notre propre conversion, notre rapport au prochain, jusqu'à la transformation même des institutions. C'est tout à fait ça. Mais le pape insiste beaucoup sur la sainteté des institutions justes, des institutions internationales. Il y a un point de vue géopolitique, historique et géopolitique. Le pape est témoin non seulement d'une injustice au plan social, qui consiste dans la dégradation des rapports sociaux, dans une culture du choc des civilisations, dans une culture des murs, mais aussi une crise cognitive, c'est-à-dire une crise de la vérité. Crise de la vérité, c'est-à-dire une perte de la dimension du sens historique. Et là, le pape utilise un syntagme utilisé déjà par Raymond Aron. La dimension historique nous invite à apprécier le temps, la durée, à ne pas nous situer dans l'instant, et nous permet par conséquent de nous projeter dans l'avenir. On comprend que le pape aborde des sujets très profonds, on ne va pas pouvoir tout dévoiler maintenant. Un mot pour conclure? Un mot pour conclure, je dirais qu'il y a dans cette encyclique, elle est constituée de pavés, de paragraphes qui peuvent être lus pour eux-mêmes, qui sont une méditation. Il y a une profonde, je dirais, une profonde réflexion qui entremêle le diagnostic, la critique et le remède, et qui fait appel non seulement à la conversion personnelle, dans la purification des rapports sociaux, mais qui réhabilite la vie collective, la vie politique, qui donne sens à la formule ternaire, liberté, égalité, fraternité, par exemple. Et nous voilà bien français. Et qui nous dit qui rencontre les mêmes problèmes que ceux qui ont inventé, je dirais, cette formule républicaine en 1848 et qui avaient peine à donner un contenu au mot fraternité et qu'il souhaitait remplacer par le mot solidarité. Ah, et voilà. Et nous retrouvons également cette protection de la diversité, de la culture du peuple contre le rouleau compresseur anonyme de la finance et de la technocratie, pénétrée d'idéologies, je dirais, destructrices, parce que autocentrées. On peut donc dire que cette lettre nous donne une formidable espérance. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter là, et la semaine prochaine, vous aurez le chapitre 1 qu'on vous invite à lire. Procurez-vous la lettre, lisez-le pour la prochaine vidéo.